Bienvenue chez SID, le podcast qui explore le sport de demain. Le sport, ce n'est pas une question de performance ou de record. C'est aussi un terrain d'action, un levier de sensibilisation, une manière d'impacter durablement nos sociétés. Mais que se passe-t-il quand deux passionnés décident de faire de chaque balle visée, de chaque raquette oubliée, un outil de transformation sociale et environnementale? Dans cet épisode, on reçoit Timothée et Mathilde de la sécurité sportive, un projet unique en France qui remet en circulation les équipements sportifs, réduit les déchets et crée de l'emploi local. Avec eux, on parlera de l'urgence écologique dans le monde du sport, de l'économie circulaire, de la réparation de vélos, mais aussi d'inclusion, solidarité et de pédagogie. Car oui, à travers les actions, c'est tout un imaginaire du sport qui dépoussière, plus solidaire, plus accessible et plus durable. Préparez-vous à une conversation inspirante où engagement rime avec mouvement. Bonsoir et bienvenue dans le 3e épisode du podcast SID. Je suis en compagnie de ma fidèle chroniqueuse, comme toujours, Manakan. Bonsoir, ça va? Ça va et toi? Ça va très bien. Tu as passé une bonne semaine? Plus ou moins, on va dire. Plus ou moins. Comment ça se fait? Il fait froid le matin, il fait chaud le soir. Ouais. C'est perturbant. Ouais, ça quand même mais bon, franchement, ça a été. Ça va. Ça a été? Et toi, ça va? Ah oui, ça va. Moi, je pète la forme. Bon, un peu fatigué vu que c'est la fin de semaine, mais bon. C'est vendredi. C'est vendredi. Sinon, là, aujourd'hui, nous sommes avec la recyclerie sportive. Je suis en compagnie de Timothée, qui est responsable du pôle du 17e, ainsi que Mathilde, qui est la responsable de communication. Bonsoir. 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 Vous allez bien? Très bien, et toi? Moi, ça va très bien. Vous avez passé une bonne semaine? Ouais, elle n'est pas terminée pour nous. Elle va on travaille demain, mais... Ah, ok. On travaille le samedi chez nous. Ah, vous travaillez le samedi? Ouais. Oh là, c'est compliqué. Bon, je te souhaite bon courage. Sinon, donc, on va parler de la recyclerie sportive. Donc là, je vois que ça fait 10 ans d'activité, si je ne me trompe pas. Et ça a été créé par deux personnes qui sont dans deux domaines différents, que ce soit sur le sport et l'environnement. Vous avez créé plus d'une 50aine d'emplois depuis 2017, si je ne me trompe pas. Et également, vous avez 9 sites en France depuis 2023. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu le parcours, comment ça a commencé, comment les deux fondateurs se sont connus pour pouvoir créer aussi, on va dire, ce domaine de la recyclerie sportive? Comment ils ont pensé à ça? Je te laisse peut-être faire, Mathilde, c'est toi la plus ancienne et qui les a mieux connus que moi. Ok, let's go. Oui. Non, mais t'as bien résumé. En fait, les deux cofondateurs, c'est Marc Bultez et Bérénice Diné, D'accord. qui se sont rencontrés dans la vie perso. Et en fait, ils venaient tous les deux respectivement du monde de l'événementiel sportif et de la gestion des déchets. Donc, on voit assez vite le lien qui s'est mis en place. Oui. Marc, il avait auparavant une association qui est la même que celle qu'on a aujourd'hui, qui s'appelait Séjours Sportifs Solidaires, qui avait plutôt on va dire des enjeux de solidarité internationale, avec une meilleure accessibilité au matériel de sport pour certains pays. Mais en fait, ça ne résolvait pas la question du déchet au local. Et donc, du coup, avec les synergies, la rencontre de Bérénice, etc., on a assez vite vu le lien de monter une recyclerie spécialisée dans le réemploi d'équipements sportifs, plutôt en France, sur place. Et voilà, en 2015, la première recyclerie sportive de France est née. À Massy. Ah, c'était à Massy, d'accord. Ouais. Et c'est quoi comme équipement, les matériaux que vous utilisez généralement en termes d'équipement? C'est quoi? Ce sont des vêtements, des chaussures? C'est quoi la spécialité, on va dire, de la recyclerie de base? Après, c'est tous les équipements qui sont liés au sport. Donc, effectivement, tu as les vêtements qui a trait à chaque discipline, foot, rugby en mode maillot, mais tu as aussi du vélo avec les... j'ai oublié le nom du matériel. Bon, c'est pas grave. Oh, c'est pas grave. Mais tu as les combinaisons nautiques aussi. Ensuite, toutes les chaussures. Donc, les chaussures de running, chaussures de camping, de marche, pardon. Les crampons et même les chaussures d'athlétisme, par exemple. Et après, tu as les équipements des X ou Y disciplines. Tu as, je sais pas, 30-40 sports à peu près représentés. Bon, ça dépend forcément de ce qu'on nous donne comme matériel, mais ça va du ski à l'été, enfin de l'hiver à l'été. Donc, tu as le ski, le snow, en mode le ski et les snow en eux-mêmes, mais tu as aussi les bonnets, les combinaisons. Et après, tu as tout ce qui est aquatique aussi avec des lunettes de plongée. De piscine, pardon. Les brassards, ce genre de choses pour enfants. Et après, tu as tout sport représenté, sport de collectif, sport de montagne, sport de raquette. Sport individuel. Fitness. Dans tout ce qui est sport. On redistribue ce qu'on reçoit. Donc c'est vachement dépendant des dons et des partenaires. Ok. Mais vous n'avez pas une certaine régularité? Est-ce que c'est totalement aléatoire? Par exemple, on va dire pendant un mois, vous n'avez que du ski et le mois d'après, c'est des sports d'été plutôt.
Ou vous avez quand même une certaine régularité dans les dons que vous avez? Non, après, ce que nous, on met en avant dans la boutique, ça va peut-être varier en fonction de la saison. D'accord. On adapte. Typiquement, on sait qu'on va pas trop vendre des brassards ou des maillots de bain un 25 décembre. Ouais. On sait jamais. Voilà, et l'été, on se doute qu'on va pas vendre trop de combinaisons de ski non plus. Donc on adapte, mais après, le flux qu'on a, il est assez régulier. Je crois, moi, j'ai jamais noté qu'il y avait des différences dans ce qui est entré chez nous, quoi. Non, Très clairement. Okay. Donc c'est quoi? C'est les produits stars qui sont mis en avant et on va dire les moins bons produits, si on peut le dire ainsi, qui sont à l'arrière de la boutique? Moi, je te laisse compléter, mais je dirais plutôt question de saisonnalité aussi, et aussi un peu question de ce qu'on peut recevoir en quantité, est-ce que les gens peuvent demander aussi, parce qu'il y a des choses qui sont un peu moins demandées ou qui sont plus de niche. Je pense au golf par exemple, qu'on peut avoir en quantité, même si c'est pas ce qu'on récupère le plus, mais c'est pas forcément là où il y a le plus de gens qui viennent nous voir pour ce sport, quoi. Je sais pas si tu as complété. Mais... après, dans ce cas-là, c'est le genre de produit qu'on essaie de redistribuer plutôt en B2B ou des choses comme ça. Donc, on a, on va dire, des ventes spéciales qui sont possibles. Et puis après, il y a ce que recherche le grand public dans nos boutiques solidaires. Et effectivement, comme dit Tim, c'est vachement dépendant de la saisonnalité, des événements sportifs ou des événements culturels du moment, par exemple, je sais pas, à la Coupe du Monde, des choses comme ça. Voilà. Ah donc vous travaillez aussi avec des entreprises, parce que je pensais que c'était uniquement des particuliers. Je veux dire, pour la des collecte personnes comme nous. Donc que ce soit en termes de revente, au fait, je veux dire. On peut, mais c'est plus rare. Donc c'est plus dans la collecte que vous avez des entreprises qui vous donnent. Plutôt. Après, c'est possible de faire des événements un peu sur mesure avec les partenaires qui viennent à nous. Donc on peut complètement, on l'a déjà fait, faire des ventes un peu spécifiques dans l'entreprise, au même titre que de la collecte en même temps. Donc là, on est adaptable sur les prestations. Moi, je voulais savoir, c'est un réseau de ce que je comprends. Il y a actuellement combien de boutiques, combien de recycleries sur la France? Il y en a 7, prochainement 9. 10. Tout en Ile-de-France ou c'est un peu partout? Là, à l'instant T, il y a 8 antennes de l'association. Il y en a 4 en Ile-de-France et 4 hors Ile-de-France. Mais en Ile-de-France, il y a un fonctionnement un peu spécifique où l'une de ces 4 antennes, c'est juste un centre logistique qui fait les collectes de grosse ampleur en Ile-de-France et qui ensuite les livre aux 3 autres antennes. Même si nous, sur les 3 autres antennes, on va faire des collectes plus petites et ponctuelles parce qu'eux, ils sont véhiculés de camions 20 mètres cubes, je crois. Et nous, on est sur nos petites antennes. Généralement, on n'a que des vélos cargo avec des remorques. Donc, on n'a pas la même capacité de collecte pour le coup. Oui, on va dire qu'il y a 7 vraies boutiques, comme tu disais, prochainement 9, pour ne pas teaser. Est-ce que vous pouvez juste nous présenter un peu l'engagement sportif et environnemental de la recyclerie sportive? Comment vous pouvez le décrire, par exemple, en une phrase? Non, mais en une phrase, notre ambition première, c'est vraiment de réduire la quantité de déchets dans le monde du sport. Donc, notre engagement environnemental, c'est notre valeur première, on va dire, par la réduction des déchets, tout simplement. Ça, on pourrait le résumer comme ça. Après, on peut rentrer dans le détail avec vous. Non, après, il n'y a pas de souci, vous pouvez rentrer dans le détail. Si possible, bien sûr. Je sais pas, comment tu veux compléter? Les engagements environnementaux, comme tu as dit, c'est des boutiques de seconde main, donc forcément, c'est des objets non neufs ou des objets neufs qu'on peut récupérer aussi, qui sont en surstock ou qui ont des défauts de conception. Tu as cette partie-là, donc on réemploie derrière. Tu as la partie réparation des objets, qui est surtout de la réparation de cycles et en très grande majorité de vélos, pour ainsi dire. Et chaque antenne a des petites spécificités. À Grenoble, ils font du ski, par exemple. À Lyon, ils font des raquettes de tennis. Là où on pousse aussi un peu nos démarches, c'est que sur nos petites antennes, on est en mode pas véhiculé, comme je dis. On est uniquement en déplacement à vélo. Donc on promeut pas mal. C'est pour réduire la pollution. C'est normal, ça. Oui, c'est pas, ça s'inscrit vraiment réellement dans Après, ça demande beaucoup d'efforts physiques quand même. Nous, sur les antennes de Paris, on a un vélo cargo à assistance électrique, donc ça c'est quand même cool. Et pour les collectes, et on tracte une remorque derrière, une remorque Carla pour ceux qui verront. Et on fait quand même genre 5-6 mètres sur la route quand on accroche les deux, donc faut être à l'aise dessus, même si c'est pas sorcier en réalité, c'est plus impressionnant qu'autre chose.
Mais en vrai, ça va. Et après, il y a les parties sensibilisation qu'on peut faire. Ouais. Donc, dans nos murs, on essaie de mettre des messages un peu clés. Et à l'extérieur, on fait des ateliers de sensibilisation par divers process pour expliquer aux gens qu'est-ce qu'ils peuvent mettre en place pour réduire leurs déchets. Ça va du simple don des objets à des ateliers plus d'upcycling ou surcyclage. Est-ce que ça vous arrive d'avoir un surplus au niveau de vos stocks ? Totalement. Et vous en faites quoi, vous ? C'est là que Tim vient d'en parler, que c'est intéressant de développer les actions plutôt de réutilisation. Oui. Nous, on milite vachement pour les termes, on fait du réemploi solidaire. Ça, c'est un de nos gros enjeux, de parler de réemploi. Oui. Et du coup, la réutilisation, c'est plutôt la transformation de la matière. Donc, quand on voit qu'il y a des stocks qui sont en surstock ou qui partent pas pour X raisons, effectivement, on essaie de développer soit des partenariats créatifs avec, je sais pas, des designers, des artistes, etc. Ça marche pas mal pour écouler la matière. Ça peut être aussi, je le disais tout à l'heure, des ventes plutôt ciblées en B2B pour écouler en grande quantité. On adapte. Ça dépend. Ça vous arrive pas de faire des dons aussi au cas où ? Si, bien sûr. Vous en faites aussi ? Ouais. Vous faites des ateliers aussi, de ce que j'ai compris, d'upcyclage, si je dis bien. C'est de réemploi plutôt, c'est pas recyclage. Non, j'ai dit upcyclage. Ah, c'est recyclage cette fois-ci ? Non, elle a dit upcycling. Upcycling, pardon. Surcyclage. Okay. Voilà, j'ai dit en français. Ouais. C'est un mix des deux. Donc, à part ces ateliers, est-ce qu'il arrive que, par exemple, vous organisez des événements au niveau de la recyclerie qui brasse du monde quand même, pour non seulement parler des activités, mais aussi sensibiliser dans ce que vous faites déjà. Ça vous arrive d'en faire à une certaine fréquence ou c'est ponctuel ? Alors, on est plus là à faire des activités sur des événements déjà existants ou à mener des projets spécifiques entre notre structure et une autre. Mais après, il y en a quand même 2 à ma connaissance, peut-être plus. Le gros événement, c'est Parlons Vélo. C'est la 7e ou 8e édition cette année, des choses comme ça, 8e. Donc, il y a lieu à Massy, la première antenne de l'asso. D'accord. Et ça dure 3 ou 4 jours. Et il y a une journée qui est dédiée au grand public et les autres, c'est sur des emplacements spécifiques privés. Oui, dédiés étudiants, dédiés entreprises. Voilà. Et à Marseille aussi, il me semble qu'ils font une journée du vélo. Ils ont fait le festival de l'auto-réparation. Donc là, c'est plein de structures qui se regroupent. Comme dit Tim, c'est vachement autour de regroupements de structures qui militent un peu pour, on va dire, la même paroisse. Mais oui, en vraiment événement qu'on porte nous, c'est ces 2 gros-là. Et vous êtes satisfait du rendu, de l'engouement qu'il y a autour ? Ouais, plutôt. Donc, après, c'est beaucoup d'investissement. Vous êtes fixé à ce niveau-là sont atteints dans tous les cas. Oui. Et ça se passe généralement quand c'est en été ? Parlons Vélo, c'est en mai. Oui, parce que c'est le mois du vélo au national. C'est mai à vélo. Donc ça s'inscrit là-dedans. Le festival de l'autoréparation, c'est pendant les journées nationales de la réparation, donc c'est octobre ou novembre, je sais plus. De toute manière, le calendrier en France, il est vachement ponctué. Ils essaient de vachement répartir les journées de développement durable, les journées de la mobilité, les journées de machin. On essaie de se greffer sur des événements qui ont de l'ampleur. Bon, vu que vous êtes spécialisé dans le développement durable, si je peux le dire ainsi, ou c'est, je dois dire réemploi ou développement durable ? Vous préférez quoi ? On peut dire qu'on s'inscrit dans l'économie sociale et solidaire, parce que du coup, ça inclut le volet un peu social qu'on voit un peu moins transparaître, alors qu'au final, on inscrit dedans aussi. Mais justement, quels sont les principaux défis que vous rencontrez aujourd'hui dans la recyclerie sportive ? C'est une bonne colle, ça. Est-ce que vous avez des obstacles, on va dire au quotidien, il y a tout ce qui est avantage, mais il y a quelques inconvénients aussi. Dans tout ce qui est avantage, est-ce qu'il y a des choses assez représentatives ? Et en ce qui est inconvénient, est-ce qu'il y a vraiment des choses qui, pour vous, doivent être revues, que ce soit à votre niveau, même au niveau national voilà, enfin, il y a des structures qui sont là, qui existent par rapport à tout ça. Est-ce qu'il y a des remarques que vous faites très souvent, qui reviennent, qui vous permettent de... qui apparaissent comme des défis, on va dire ? Moi, je dirais comme toute asso, je pense que c'est un peu l'argent, le nerf de la guerre. Ah, ça. C'est une asso, on est une asso salariée, même s'il y a des services civiques qui sont là aussi. Et des bénévoles, bien sûr. Mais on n'est pas une grosse asso bénévole comme d'autres structures. Et forcément, du coup, on a des frais de fonctionnement qui sont les salaires et qui sont les loyers en général. Et du coup, l'enjeu, c'est aussi de pas mal arriver à trouver des financements pour nous aider dans nos activités. Parce que si on faisait payer aux particuliers dans nos boutiques le prix pour couvrir nos frais, ce serait pas possible et pas jouable. On perdrait tout le sens du projet, qui est aussi de mettre des articles à prix
raisonnable, respectable, vu que c'est de la seconde main ou des articles qui ont des petits défauts, et forcément tu peux pas le mettre au même prix qu'un... Et justement, c'est combien les prix d'adhésion à la recyclerie pour les particuliers? Tu as plusieurs cotisations. Tu as une cotisation, à chaque fois c'est annuel la cotisation, 1 an de date à date. C'est 5 € pour la boutique. Et après, du coup, ça te permet d'acheter tout ce que tu veux sur les prix, au prix indiqué dans les boutiques avec ces 5 €. Et après, tu as des frais pour l'atelier qui oscillent entre 15 et 40 € en fonction de quelques paramètres. Et l'idée, c'est que cette adhésion, elle permet d'adhérer et à la boutique et à l'atelier où tu peux participer à des permanences de co-réparation. Donc, tu viens avec ton propre vélo et tu le répares toi-même. Il y a des personnes qui sont là pour t'encadrer, de l'asso, salariés, bénévoles, etc. Tu as des outils qui sont à disposition et mis en commun pour tout le monde. Et il y a de la vente de pièces détachées où les prix diffèrent en fonction des antennes. Mais on a des systèmes différents. Nous, pareil, par exemple, on fait à prix libre. L'idée étant que chacun met ce qu'il veut à hauteur de ce qu'il peut pour que ça s'équilibre, et ceux qui ont un peu moins de moyens vont mettre un peu moins que ceux qui ont un peu plus de moyens, et au final ça va s'équilibrer. Et c'est une forme de rendre de justice sociale, on va dire, comme dit. Et vous avez à peu près combien d'adhérents, si c'est possible de savoir? C'est vachement dépendant des sites, aussi de leur géographie, de leur localisation, mais au national, on en a plusieurs milliers chaque année. D'accord. Vous, sur Paris, tu as le nombre de l'an dernier? Ça avoisine 1500, je crois. Plus. Pour moi, on est à 2000-2500 à Paris. Cette année, alors. Enfin, 2024. C'est qu'on se base sur nos chiffres de 2023. Le rapport d'activité n'est pas sorti. Sur le site de Paris BCA. Mais l'adhésion, en fait, elle permet d'adhérer au national. D'accord. Que tu adhères à Paris, mais tu peux aller à Massy ou à Grenoble. D'accord. Donc, c'est vraiment un réseau. C'est une même asso avec des sous-établissements. Donc, on est vraiment. C'est 5 € l'année ou le mois? C'est un abonnement mensuel. L'année. Pour la boutique, D'ailleurs, on parle plutôt de cotisation. Après, c'est vrai que c'est compliqué en termes. Mais imagine 5 € l'année, effectivement. On a besoin de financement pour faire tourner les choses. Après, il y a les objets qui sont au prix indiqué dans la boutique. Et c'est un soutien à l'association qui permet de couvrir en partie les frais de fonctionnement. D'expliquer et de sensibiliser les gens aussi, comme tu le dis souvent en boutique, vous consommez différemment, c'est un choix de toute manière. En à peine un achat, vos 5 € votre cotisation est déjà remboursée. Mais c'est aussi un moyen de militer pour dire je décide de consommer autrement et voilà. Mais après, Tim, toi, tu parlais des enjeux de rémunération. Donc, c'est vrai qu'on est dépendant, comme beaucoup d'assos, de réponses à appels à projets, etc. Il y a aussi un gros enjeu en France aujourd'hui où, en fait, on évolue dans le milieu de l'économie sociale et solidaire, mais dans un contexte où il y a eu une loi qui est passée récemment, qui est la loi AGEC, anti-gaspi, économie circulaire. Et en fait, du coup, il y a un vrai enjeu d'amélioration de rémunération de nos activités en général par le biais de fonds réemploi et réparation. Et du coup, ça, c'est possible grâce à la mise en place des filières REP, responsabilité élargie des producteurs, qui en fait permet un meilleur engagement des producteurs et metteurs sur le marché des articles de sport, mais de tout article en France. Mais nous, en l'occurrence, ce qui nous intéresse, c'est le sport. Et du coup, qui sont du coup plus en charge et plus sensibilisés à la fin de vie de leurs produits. Et donc, du coup, il y a aussi un gros enjeu là-dessus d'amélioration des rémunérations par le biais des fonds réemploi. Donc là, c'était un peu le volet plaidoyer. Moi, je voulais savoir si dans la clientèle, il y avait seulement des particuliers ou il vous arrive, par exemple, d'avoir des clubs qui viennent vous solliciter pour avoir du matériel. Ça peut arriver, mais c'est rare en soi. Moi, plus l'inverse, du coup, j'ai l'impression. Plutôt dans le don. Généralement, ils sont plutôt dans le don. Ils sont plus à donner. Ok. Parce qu'ils forcément ils renouvellent un peu leurs équipements. Ils ont des budgets quand ils ont leur budget. Mais c'est plus quoi, des clubs amateurs ou professionnels? Plus amateurs. Je suis pas sûr qu'on ait beaucoup de liens avec des contacts professionnels, il me semble. C'est vachement aléatoire et dépendant. Je pense qu'on a un gros taf à faire sur le rapprochement avec le monde sportif parce que bizarrement, c'est pas le monde duquel on est le plus proche actuellement. Ça, c'est un défi. Et c'est un vrai défi aussi, effectivement, vu qu'on est en plein dans la question. C'est vrai que c'est paradoxe, vous travaillez dans le sport, mais après, ils sont pas très réactifs. C'est quand même bizarre.
Je crois, deuxième gros enjeu de financement, mais aussi de visibilisation de nos activités. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on nous découvre, les gens disent « Ah, mais c'est génial, une recyclerie spécialisée, etc. » Nous, on connaît les ressourceries généralistes. Mais c'est vrai qu'on n'est pas encore très connus, quoi. Donc, effectivement, j'ai trouvé ça vraiment smart comme idée, rassembler les deux, parce qu'il faut joindre l'utile à l'agréable, surtout avec le taux de gaspillage qu'on a dans tous les domaines, même déjà. Si déjà au niveau du sport, ça se fait, c'est pas mal. Est-ce que vous agissez quand même dans la sensibilisation auprès des écoles de l'éducation nationale, on va dire? Est-ce que vous avez des partenariats dans ce sens, ou est-ce que vous cherchez, ou c'est dans vos projets à venir, ou c'est... Ouais, ça dépend des antennes. Enfin, à chaque fois, la réponse sera souvent ça dépend des antennes. Et là, moi, j'y étais à Boulogne au début, et à Boulogne, justement, l'antenne est dans une structure de la mairie. D'accord. Et du coup, il y a toutes les semaines, en tout cas à mon époque, là, je sais pas où ils en sont, on accueillait des scolaires. Et je sais que ça continue, je sais pas à quelle fréquence, mais ils accueillent des scolaires de Boulogne. Nous, à Paris, c'est pas forcément ce qu'on touche le plus, c'est pas même si on arrive à avoir quelques contacts, mais entre guillemets, entrer dans les écoles ou établissements scolaires, c'est pas ce qu'il y a de plus évident. Ceux qui font beaucoup appel à nous, c'est pas mal des collectivités ou des événements ou entreprises. Et après, nous, on va démarcher, entre guillemets, j'aime pas ce mot, mais des assos ou des centres sociaux du quartier pour des financements que nous, on peut recevoir pour mener des projets avec eux. Ah, c'est super ça. Est-ce que vous avez déjà essayé, par exemple, de démarcher, on va dire, des entreprises sportives comme, on va dire, Nike, Puma? Une troisième. Adidas, exactement. Il y en a qu'on connaît mieux que d'autres. Ou même Decathlon, on va dire, à une échelle moindre. Decathlon, on peut en parler. On a une convention nationale de dons avec eux. Ça a été une des premières grosses structures qui s'est engagée à nos côtés. Donc ça, c'est sûr, mais c'est aussi parce que ça rentre dans le contexte que j'évoquais tout à l'heure avec la mise en place de la filière REP et de la loi AGEC, où en fait Decathlon est producteur et donc se doit de réfléchir à la fin de vie de ses produits, et donc du coup ils avaient vachement anticipé ça, et on a une convention depuis très longtemps avec eux. Après, sur des marques un peu plus spécifiques, on n'a pas de gros partenariat national assumé ou long terme. Mais par contre, on a déjà été contactés. C'est pas trop nous qui les démarchons. Souvent, ils viennent à nous. Ils viennent spontanément quand ils entendent parler de vous. Donc, je pense que la visibilité que vous aurez potentiellement pourrait vous envoyer plus de public que vous recherchez pour ce genre de choses-là. Écoutez. Après, pour les vélos, il y a un peu un truc plus spécifique, vu que tu as pas mal de magasins spécialisés dans le vélo, et là, ça dépend des antennes. Nous, je sais qu'à Paris, la responsable est pas mal en train de travailler sur ce sujet, de voir un peu les ateliers vélo autour, s'ils n'ont pas des pièces qui, eux, ils sont en incapacité de vendre du fait de leur état, mais que pour nous, en fait, c'est totalement utilisable. Donc là-dessus, pour les vélos, il y a un truc un peu plus facile d'accès, parce que les magasins de sport non gros, il n'y en a pas vraiment à ma connaissance, même si je me trompe peut-être. Et c'est plus difficile de mener des petits partenariats locaux. Ou alors, c'est très locaux. À Boulogne, ils ont un partenariat avec Sport 10, le magasin de sport du coin. Mais c'est vrai que du coup, ça reste des toutes petites échelles sinon. Après, de ce que j'ai compris, c'est plus les clubs ou les partenaires qui viennent vers vous. Donc à ce moment-là, comment ça se passe? Est-ce que vous démarchez? Ça vous arrive de démarcher aussi les clubs sportifs? Oui. Tout dépend du type d'action qu'on veut mener. Si c'est toi qui t'en parlerais mieux que moi, mais on est dans l'upcycling, on est dans l'économie solidaire et sociale, donc c'est plus vous, dans ce contexte-là, de vouloir vraiment joindre, on va pas dire l'utile à l'agréable, mais faire en sorte que les choses se regroupent très bien entre le sport et l'environnement. Donc, est-ce que vous avez un dispositif qui vous permet de cibler, on va dire, des clubs pour pouvoir justement aller à la quête à la collecte plutôt. Quête, ça fait à la collecte. On va dans le Mordor là. À la collecte de tout ce qui pourrait être matériel, qui pourrait être exposé dans la boutique. Moi, je répondrai pour l'antenne de Paris. Mais, bien sûr. Donnons des exemples. Notre outil, il est simple. C'est le vélo cargo qu'on a, et on n'a pas envie de faire 3 heures de vélo aller et 3 heures de retour. Donc, forcément, on se limite un peu à un périmètre de 1 heure à vélo autour de chez nous pour faire des actions. Parce que même si c'est assistance électrique, il faut quand même un peu pédaler. Et quand tu es chargé, faut quand même vraiment pédaler. Donc, c'est un peu ça notre délimitation.
Après, j'avoue qu'à l'antenne de Paris, même si on n'est pas connu au national, on est quand même assez connu dans le quartier. Dans le quartier, les demandes, elles rentrent pas mal, même des mairies autour, enfin des villes autour, ils viennent nous voir et tout, les arrondissements autour. Là où il y a d'autres antennes où ils font un peu plus de démarchage que nous, même si on n'est pas du tout connu par tout le monde. Et il y a quand même des pistes à explorer que nous on aimerait bien faire, mais on a un peu un manque de temps pour le faire à l'instant T. Ça dépend vachement de la maturité de l'antenne aussi. Après, moi, j'ai ouvert en tant que responsable boutique le site de Paris il y a 8 ans, du coup. Et c'est vrai qu'on voit bien qu'une fois qu'on est connu, au bout de quelques années, les partenariats viennent beaucoup plus à nous que genre la première année ou la deuxième, il y a un vrai étape de démarchage, comme on n'aime pas le dire, mais en tout cas de visibilisation de l'asso. Et c'est vachement dépendant des antennes, même si on se répète. Non, j'en prends. On a quand même des outils un peu plus que le vélo. On a aussi des plaquettes et des catalogues de prestations de nos actions, etc. Donc en fait, on a quand même des outils un peu clés en main que les responsables peuvent utiliser pour communiquer avec les potentiels partenaires, quoi. Pardon, moi j'ai dit le vélo, mais c'était dans l'esprit on va vers les autres. Bien sûr. Donc, comme tu dis, moi je suis la com, donc je pense outils. C'est juste une question de visibilité, quoi, on va dire. Vous êtes prêts pour la visibilité parce que ça va vite, hein. À partir du moment où vous aurez cette visibilité-là. Le podcast, ça va décoller là. Mais justement, est-ce que vous êtes sur des plateformes, des réseaux sociaux comme TikTok ou Instagram? Oui. Parce que justement, c'est là-bas où la visibilité se trouve. Oui. Les réseaux sociaux. Moi, je suis arrivée, on avait très peu. On avait Facebook, donc on a essayé de développer ça. Donc, on a des comptes nationaux et chaque antenne a ses comptes locaux. D'accord. Donc, ça, c'est bien parce qu'on ne parle pas forcément de la même chose, plutôt plaidoyer ou alors relais d'infos au national et plutôt fidélisation de la petite communauté au local. Nouveaux arrivages, les trucs qui plaisent aux gens. Et après, donc on a développé Facebook, Insta, LinkedIn parce qu'on a bien vu qu'il y a eu un glissement entre X, anciennement Twitter, et LinkedIn. En fait, pour X raisons, les gens se trouvent plus sur LinkedIn actuellement, en tout cas côté institutionnel. Et TikTok, certaines antennes s'y sont à l'aise, on va dire. S'y sont essayées, mais en fait, ça demande une telle assiduité que ça dépend vachement des équipes aussi. C'est un gros taf pour des assos. Il n'y a pas forcément beaucoup de salariés ou de... Voilà. Après, ça doit être une ligne éditoriale et il faut que tout le monde soit dans cette ligne de pensée, sinon effectivement ça passe pas. Exactement. Forcément, on parle de recyclerie sportive, on va forcément parler d'impact social, bien sûr. Donc, dites-moi comment la recyclerie sportive en elle-même, elle peut être, je sais pas comment le reformuler, mais enlever l'éducation d'environnement pour que ce soit par exemple les particuliers, les professionnels, les jeunes, les vieux, etc. Ouais, je pense que ça c'est plutôt mon volet. La com ça marche aussi, mais en soi, tu as tous les posts que Mathilde peut faire sur les réseaux sociaux ou même nous sur les antennes pour sensibiliser et donner des chiffres un peu clés. Moi, je sais que je suis très chiffre et ça me parle facilement. Tu peux me donner des exemples, par exemple, de chiffres? Là, le premier qui me vient à l'esprit, par exemple, c'est... je te pose la question, ou je vous pose la question. Vas-y. Une raquette de tennis, pour vous, ça pèse combien comme ça? 500 grammes 2 kilos. T'as été un peu ambitieux. C'est 300-400 grammes, c'est quelques centaines de grammes l'ordre de grandeur. Et vous savez combien il faut extraire de matière première pour arriver à faire ces 300-400 grammes pour une raquette de tennis, puisque visiblement on ne l'accueille pas sur un arbre. J'imagine beaucoup. Vous avez une idée là comme ça, un ordre de grandeur? On va dire 5 kilos. Moi je relève pour plus. Une raquette, hein? Pour une seule raquette. Pour une seule raquette, Oui, on fait le ratio. On va dire peut-être 8. J'ai dit c'est, je crois, 27 ou 28 kilos. Du coup, il faut extraire 27 ou 28 kilos pour avoir juste 400 pour grammes de... Kilos, c'est quoi Si on cumule l'impact de la production de la raquette... Parce qu'il faut extraire plein de... Alors moi, je ne m'y connais pas assez, mais... Plein de matériaux. Pour arriver, ensuite les sculpter, les... poliser, je sais pas comment pour avoir 500 grammes à la fin. Pour avoir 500 grammes à la fin, donc au final tu utilises je sais pas le chiffre en tête comme ça, mais même pas 10% de ce que tu as extrait, 5% peut-être. C'est énorme. Tout le reste c'est jeté, c'est béné, donc c'est un peu compliqué. Donc ça c'est des chiffres un peu marquants. Tu as aussi le chiffre par exemple,
on estime à peu près qu'il y a 100 000 tonnes de déchets sportifs qui sont jetés chaque année, En France. uniquement en France. Ouais. Donc c'est assez énorme. Donc de matériaux utilisés ou de matériaux de construction dans... Non, là, Que dans le monde du sport. Non, je parle Non, justement... c'est que les équipements qu'on peut avoir chez nous. Enfin, pas forcément chez nous. Non, Mais c'est non, les c'est tout confondu. Donc c'est vraiment déchets l'équipement qui... sportifs en France. Voilà. Ouais. Et est-ce que vous avez des chiffres pour votre contribution par rapport à ça? Et oui. Ouais. Au début, si on l'avait dit dans l'autre Ouais. sens, ça aurait pu paraître intéressant. Et là, on a dit 100 000 avant. Donc... On dit Je sais plus combien c'est. 2024 ou 2023. 2024, c'est mieux. On On a peut regardé. dire les deux. On a regardé. Ah, on peut les deux, oui. Bah, vous pensez qu'on a collecté combien au national, par exemple, en J'ai envie de 2024? dire 50%. 50%. On a su. Je suis Nous sommes Non, une goutte d'eau. Ambitieux. Je pense aux alentours de 25-30%. Ouais, déjà on pas va mal. dire 25. Non, non. C'est ambitieux. Encore. C'est très ambitieux. Ouais. Ouais, on est à 330 tonnes déjà. Non, Euh, 250. 250, pardon. Ouais. 250 Au tonnes. national, c'est bien ça En 2024. Sur les 100 000. Ouais. Et pourtant, comme vous l'avez dit, on est une cinquantaine de salariés. C'est ça, Ouais. justement. On est le réseau Euh, le oui. plus gros de structures spécialisées, effectivement. Est-ce que vous avez je vais pas dire des concurrents, mais des personnes, d'autres personnes qui sont dans ce domaine de recyclerie sportive là. Oui. Il y a d'autres antennes. Ouais, il y a un réseau national qui s'appelle Sport et Réemploi, D'accord. qui regroupe quelques recycleries du sport spécialisées aussi, mais indépendantes. Mhm. Et je crois qu'il y a 5-6 structures à l'heure actuelle dans quelques villes de France, Montpellier, Rennes, des choses comme ça. D'accord. Et oui, on peut affirmer, Si on vous met dans le sans top concurrence 5. aucune, qu'on collecte plus qu'eux. D'accord. Donc c'est pour dire qu'on est des gouttes d'eau, quoi. Alors que Ouais. pourtant, on est des gros acteurs en France du réemploi des crans Franchement, sportifs. vous faites déjà 250 tonnes. Est-ce que vous savez les chiffres de façon globale ou pas du tout? Avec toutes ces Non, on n'a structures. pas encore leurs chiffres pour cette année. On est en lien avec eux, mais on n'a pas leurs chiffres. Mais... Du coup, D'accord. comme on est les principaux acteurs du réemploi à ce niveau-là, Ouais. on peut dire que, en tout cas, réemploi solidaire, on peut dire qu'il y a encore beaucoup de taf, quoi. Ah mais bon. Et toi, c'est pour vous une avez, cinquantaine vous avez déjà d'employés, commencé. donc, Voilà, c'est. Sur le national, c'est bien ça Ouais, c'est Ouais. à peu près Ouais. 50 ETP, quelque chose Ouais. comme ça. Et après, il y a le volet effectivement insertion sur notre site de Marseille qui fait augmenter un peu le nombre de TP à l'année parce qu'on fait de l'insertion. On a un atelier chantier d'insertion sur Marseille. On va parler d'insertion, mais Justement, aussi, ouais. je voulais parler plus d'inclusion. Ouais. Plus déjà d'inclusion. Est-ce que déjà à ce niveau-là, est-ce que vous menez des actions? sûr. Est-ce que vous avez des dispositifs mis en place par rapport à ça, l'inclusion? Ouais, c'est souvent lié au vélo, parce que c'est souvent les projets qui attirent les gens et qui sont un peu aussi faciles à mener, entre guillemets. Il y a par exemple, on parlait que chaque antenne, on a des permanences de co-réparation dans nos murs. Je pense que ce ne sera pas une surprise si je dis que c'est plutôt des hommes qui viennent que des femmes dans ces lieux. Nous, à Paris, on a estimé que l'an dernier, c'était à peu près 80% des hommes qui venaient faire ces ateliers à l'intérieur de nos murs. Et par exemple, ces ateliers, ces permanences de co-réparation, on fait aussi des ateliers à l'extérieur. Comme ça, donc c'est un outillage moindre forcément parce qu'on ne peut pas délocaliser tout l'atelier. Donc c'est des réparations minimes. Mais là, on a estimé, enfin on a recensé plutôt, que seulement 55% des participants étaient des hommes, contrairement à 80% quand on est dans nos murs. Le problème étant généralement que justement c'est un milieu très masculinisé, que des fois ça peut impressionner aussi quand on rentre dans cet espace et que c'est que des hommes. Des hommes, ouais. Pour le coup, en Ile-de-France, on a pas mal de femmes qui sont responsables d'ateliers. À Paris, pour le coup, c'est le cas. À Boulogne aussi. Et c'est tout maintenant. Mais il y avait une alternante aussi à Massy, il n'y a pas si longtemps que ça. Donc on essaie de mettre en avant la place de la femme dans le monde de la mécanique vélo. Et notamment, certaines antennes ont lancé, dont celle de Paris, à l'initiative de la responsable, justement. C'est des ateliers de co-réparation en mixité choisie dans nos murs, donc c'est par et pour les femmes et minorités de genre, justement pour faciliter l'inclusion de ces personnes dans les permanences, tout public derrière. Donc il y en a une par mois, elle est un peu plus courte, et justement réservée à ce type de public-là. Et après, on fait aussi de la vélo-école.
donc c'est de l'auto-école pour vélo. Bon, c'est moins procédurier que il faut apprendre à rouler le vélo aussi. Ouais, en fait, c'est par plutôt rapport pour au des code. personnes à apprendre. Nous, il y a plusieurs salariés en fait qui passent un diplôme pour pouvoir être animateur mobilité vélo. Ça, c'est obligatoire. Et à la suite de ça, en fait, ils mènent des projets différents en fonction des antennes. Mais nous, à Paris, c'est de la vélo-école pour femmes qu'on fait. Parce qu'il y a à peu près, les cyclistes, c'est à peu près 60% d'hommes, 40% de femmes. D'accord. Les chiffres, donc ça montre qu'il y a quand même un petit gap encore entre hommes et femmes. Du coup, on cible un peu ces publics qui sont autour de chez nous avec les assos locales, justement, pour les mettre en selle ou remettre en selle, parce que certaines, elles savent en faire, mais elles n'en ont pas fait depuis 20-30 ans, et c'est plus du blocage ou un manque de confiance qu'un réel manque de niveau. Et le but, c'est qu'elles puissent ensuite se déplacer à vélo avec ces vélos. Et aussi, généralement, elles ont des enfants, même si pas toutes, et ça leur permet aussi d'aider leurs enfants dans la pratique, parce que c'est sûr que tu ne vas pas apprendre à ton enfant à faire du vélo si toi-même tu ne peux pas le faire. Et ça peut les aider à faire des balades derrière, etc. Et nous, on a un fonctionnement à Paris où l'idée, c'est qu'elles viennent plusieurs fois, on fait plusieurs séances avec elles, et ensuite, on leur offre le vélo sur lequel elles ont appris à pédaler, qu'on a réparé nous-mêmes dans l'asso, comme on répare des vélos qu'on met en vente derrière, et on leur offre une année de cotisation chez nous pour qu'elles puissent ensuite venir s'équiper à la boutique si elles le souhaitent, et participer aux permanences qu'on mène dans nos murs, donc celles qui sont tout publiques et celles qui sont en mixité choisie aussi. Et comme ça, elles ont appris à faire du vélo et derrière, elles peuvent aussi apprendre à le réparer. Ça, c'est un projet super intéressant. Ça amène l'inclusion, le côté social et tout. Et donc, concrètement, comment ça se passe c'est en combien de jours déjà? Combien de séances déjà? Ou bien ça dépend de chacun? Ou est-ce que vous avez un mode opératoire? C'est comme avec le permis peut-être? Ou en fonction de ton niveau, tu vas faire plus ou moins 20 heures ou voilà. Ou vous avez, par exemple, on se dit c'est un stage en 3 heures, en 2 jours, en 2 séances. Comment ça se passe très concrètement? Nous, à Paris, le fonctionnement qu'on a fait l'année dernière, c'est 9 séances d'une heure et demie. Donc généralement une toutes les semaines, comme ça laisse un peu d'espace, le temps de digérer entre guillemets l'apprentissage et de pouvoir ensuite repartir, parce que si tu fais des trop longues séances, c'est pas tenable, clairement. En plus c'est physique. Mais après c'est un peu chacun a sa méthode aussi. Là nous, ce salarié il est parti il y a pas longtemps et on recrute une nouvelle personne justement, et elle le fera à sa manière, cette personne. Mais avec l'ancien animateur, c'est le process qu'on avait trouvé tous les deux qui était plutôt bien. Pour elle comme pour nous aussi, parce qu'il y a des contraintes pour nous, mais pour elle, parce que forcément si tu leur mets 20 séances à faire pour qu'elles soient là 20 fois dans l'année, c'est pas évident non plus. Voilà. Et donc les séances, ça se passe en extérieur, c'est bien ça? Ouais, avec la circulation, etc. Est-ce qu'ils arrivent à s'en sortir généralement? Il y a des étapes. Ouais, en fait, on les fait pas rouler directement. En fait, la circulation. Le but, c'est qu'elles. Souvent, je dis, il y a 2 niveaux. Il y a celles qu'il faut les mettre en selle et celles qu'il faut remettre en selle. Mais du coup, celles qu'il faut mettre en selle, entre guillemets, ça veut dire qu'elles savent rien faire du tout. Elles ont même pas l'équilibre sur le vélo pour certaines. Du coup, la première étape, c'est on enlève les pédales et on fait comme les Drésiennes. Je sais pas si vous voyez là, les petits vélos. Et ils font pareil que les enfants, concrètement, ils apprennent l'équilibre de cette manière-là. Et ensuite, petit à petit, tu rajoutes les pédales, tu apprends à démarrer, tu apprends à tourner, tu apprends à freiner, tu apprends le changement de vitesse. Je sais pas dans quel ordre, moi j'ai pas ce diplôme, mais c'est l'idée quoi. Après, ce serait plus simple de les mettre par exemple dans une salle cycliste en fait. Pour éviter, cyclisme, c'est pour faire en plein air, hein. Franchement. Oui, non, mais juste pour les débuts, par exemple. Mais là, on est sur des places, en fait. Dans des zones safe, On est dans des zones safe, on n'est pas sur les pistes cyclables, on est sur des places pas loin. Pas des parkings. Non. Dans Paris, il faut en trouver déjà. Donc, moi, je trouve que c'est un projet super intéressant parce qu'on se rend compte que les femmes, on a l'impression, en dehors de tout ce qui est sport professionnel ou amateur, les femmes ne sont pas très, avec toute la charge mentale, tout ce qu'il y a à faire, très enclines à aller vers ça. Est-ce que vous avez vraiment un engouement autour de ça? Est-ce qu'il y a pas mal de femmes qui viennent, qui s'intéressent et qui restent aussi dans l'association? De plus en plus, moi, je pense. Ouais, je pense. En tout cas, les permis mixité choisis, ça prend un peu de temps à démarrer, mais aussi, c'est que de la com aussi. Hein. Il
y a un levier. Moi, je pense que si vous communiquez sur le vélo école, là, vous aurez pas mal de personnes sur le vélo. Souvent en collaboration avec des structures du coin, de toute manière, des centres sociaux. Moi, déjà, vous en parlez, ça m'intéresse. Je sais faire du vélo, mais je sais pas la dernière fois où j'en ai fait, c'était quand. Mais... donc, super intéressant. Voilà, donc c'est pour moi. Et puis, je trouve que le vélo, c'est quelque chose qui est libérateur. Tu es en plein air, tu respires le vent, et puis voilà. Même si souvent il y en a qui veulent nous faire des choses sur la route, on a l'impression. Mais franchement, je trouve que c'est une activité assez libératrice. Donc, si effectivement vous vous axez sur ce pôle-là, je pense que ce serait pas mal. Il y a pas mal de femmes qui veulent se mettre au sport. Peut-être commencer par le vélo, ce serait pas mal. Bah ouais, surtout je sais pas si, le chiffre est un peu connu, mais je sais pas si vous le connaissez, c'est les trajets à vélo, les trajets de moins de 30 minutes en ville, c'est plus rapide à vélo qu'en voiture. Oui, je l'ai vu sur les réseaux. Et en plus de ça, c'est un peu moins cher le vélo qu'une voiture, en termes d'achat et d'entretien. Est-ce que c'est comparable? Le vélo, c'est toujours plus... encore plus chez nous, du coup, il est encore plus rentable le vélo. Mais... carrément. Mais en termes d'inclusion, le vélo, dans tous les cas, c'est un super biais, que ce soit pour les femmes, comme on disait, dans une notion d'émancipation. Mais le vélo, en général, c'est un vecteur d'autonomie. Vous faites aussi des actions beaucoup, et ça, c'est un peu toutes les recycleries sportives avec les jeunes. Pareil, avoir confiance en soi, les focus sur une activité spécifique, etc. Et le vélo, c'est aussi l'inclusion par la mobilité, parce que parfois il y a des gens qui n'ont pas les moyens de s'offrir par exemple des cartes de transport, c'est ça. Ou alors tout simplement qui n'ont pas d'autres moyens pour aller au boulot. Donc ça peut aussi être un vecteur d'inclusion beaucoup plus large que ce qu'on croit. Et c'est aussi l'inclusion par la pratique sportive. C'est une manière très facile de faire du sport sans s'en rendre compte. Comme on se disait, c'est ludique, c'est cool, il y a le vent. Donc le vélo, c'est un peu notre truc phare en termes d'inclusion. Ça peut être par beaucoup d'entrées. Et généralement, c'est plus des femmes moins âgées ou plus âgées qui participent à ces séances? Ça, c'est toi qui sais. J'ai l'impression qu'en général, c'est pas des jeunes. C'est souvent plus âgé. Après, c'est un peu étonnant, moi, j'aurais pas dit. Moi j'ai remarqué, les séances qu'on a fait, ça fait un peu plus de 2 ans que je suis là, moi, un peu moins longtemps que toi. C'est plutôt des mères de famille, voire peut-être pour certaines qui commencent à être grand-mères. C'est rarement des femmes très jeunes. Bon, même si on peut être mère très jeune aussi. Mais... C'est ça. Mais c'est pas compliqué de gérer les séances avec des personnes d'âge un peu plus âgées? Si, c'était la première fois qu'il le faisait, notre ancien collègue marin. Et c'est vrai que forcément, elles peuvent avoir des problèmes, une mobilité plus restreinte c'est juste des ça, gens dans la force de l'âge, entre guillemets. Et ça peut être un frein, mais on sélectionne un peu des vélos adaptés aussi, ceux qui sont en col de cygne, là, avec le cadre qui est très bas, en fait, donc c'est très facile de monter dessus. Pour faciliter justement tout ça, quoi. Pour les personnes qui ont un peu moins de mobilité. Bon, forcément, on va restreindre aussi si on voit que la personne, à un moment, elle peut pas, juste que sa mobilité ne le permet pas, que ce serait trop dangereux pour elle comme pour les autres. D'ailleurs. Faire des groupes homogènes aussi, vous essayez de préconiser des niveaux un peu similaires. Vous avez parlé de l'événement Tous à vélo, je pense. Parlons vélo. Parlons vélo. À Massy. Je suis en train de rebaptiser quelque chose que je n'ai pas créé. Donc, parler vélo à Massy. Pourquoi ne pas le faire dans Paris? C'est vrai que Massy, peut-être, il y a une histoire avec. Mais sachant que dans Paris, il y a beaucoup plus de cyclistes dans Paris. Donc, ce serait peut-être quelque chose qui serait plus intéressant, même auprès des enfants. Pourquoi plus Massy que Paris? Il y a des événements qui existent. T'as l'air rebondir. Mais je savais pas si vous vouliez non, mais tu maîtrises plus celui-ci. Je pense que c'est à Massy plus qu'à Paris, juste parce que c'est la première antenne et l'espace le permet. Surtout c'est devant l'antenne. Et pour démystifier le truc aussi de tout se passe à Paris. C'est aussi chouette de délocaliser nos événements. D'accord. Écoutez. Généralement, tout se passe à Paris, de toute façon. Mais il se passe beaucoup de choses à Paris. Effectivement. Et à Paris, il y a justement, nous, on fait partie d'un réseau, l'antenne spécifique de Paris à l'instant T, qui s'appelle Répar, qui est le réseau parisien des ateliers de réparation. Et ça couvre en fait un ensemble d'associations. Il y en a, je crois, 10 qui sont membres actuellement. Et on fait un événement là le mois prochain, c'est le 26 avril, je crois. Enfin, c'est un samedi autour de cette date. Ce sera toujours à Massy?
Non, c'est à Paris. C'est à Paris, ok. C'est à Stalingrad, justement, vu que c'est un réseau parisien. Et où, justement, ce sera un énorme événement autour du vélo. C'est la 3e édition, ça s'appelle Faites place au vélo. Donc, si vous voulez venir, n'hésitez pas. Donc, vous travaillez en partenariat avec une autre association sur ce projet-là. Le Répar, donc c'est le réseau c'est un réseau d'associations auquel 10 assos ont adhéré, dont la nôtre. Et chaque asso va participer à cet événement avec le réseau du Répar, justement. À sa hauteur, sachant qu'il y a des assos qui sont bénévoles, d'autres salariés, donc pas les mêmes moyens forcément, donc chacun met à hauteur de ce qu'il peut. Et l'idée, c'est que c'est un gros événement où il y a des ateliers d'autoréparation toute la journée, il y a des vélos rigolos, donc c'est des vélos un peu loufoques, je sais pas comment les décrire, j'avoue, vu que ça dépend de ceux qui sont sur place. Il y a une bourse au vélo, donc c'est des particuliers qui mettent en vente leur vélo et nous on les fait l'intermédiaire pour ça. Il y a une place, il y aura des événements festifs aussi avec un bar, des petites mises en scène, ce genre de choses. Justement, est-ce qu'on peut dire qu'avec les autres associations dans le domaine, vous entretenez de bons rapports, le partenariat il est fluide, ou est-ce que vous rencontrez quand même quelques petits, on va dire, inconvénients? Globalement, je pense que ça se passe bien. Enfin, on fait partie de plusieurs réseaux, mais à Paris, du coup, il y a ce Répar qui est très spécifique et qui est le réseau dans lequel moi je suis peut-être un peu le plus intégré et le plus en lien. Mais je te laisse parler du Répar si tu veux après. Oui, il y a le volet vélo et il y a le volet réemploi en général. Et l'idée, c'est qu'on est un peu maillé sur le territoire parisien aussi. On n'est pas forcément tous au même endroit. Donc, on a tous un peu nos publics respectifs. Et on essaie justement de travailler en bonne intelligence. Et justement, le Répar, il coordonne un peu des actions à l'échelle parisienne et ils essaient de faire en sorte que toutes les assos puissent y participer assez à proximité de chez elles. Donc, pour le coup, les relations sont très bonnes. Après, il y a le REFER, qui est un réseau de ressourcerie. Je ne sais pas si tu veux en parler. Oui, après, à différents niveaux, national ou régional, il y a des associations du réemploi solidaire dont on fait partie, quasiment à chaque fois, je crois. Peut-être pas dans tous les sites, mais en tout cas, on fait partie du réseau national et du réseau francilien. Donc là, pareil, on entretient des super bons liens. De toute manière, c'est toujours cool pour des notions d'entraide, d'événements en commun, de mise en commun, de bonnes pratiques, etc. Donc, non, en général, et justement, c'est être dans ces réseaux qui fait que je pense que on se marche pas dessus et ça se fait en bonne intelligence, hyper naturellement. C'est rarement un but de compétition entre nous. C'est plutôt un but de partage justement parce que comme on dit, nous on a collecté 330 tonnes entre guillemets sur les 100 000 disponibles. 250, 250 sur les 100 000. Non mais en fait c'est l'objectif qui arrive. C'est l'objectif de 2025. Voilà, c'est l'objectif qui arrive. Mais 250 sur les 100 000, donc je pense qu'il y a de la place pour qu'il y ait d'autres structures qui existent. Enfin, je pense que même vous souhaitez qu'il y ait plus de personnes qui s'intéressent en fait. On est en fait, je trouve que tout ce qui est autour de l'environnement durable, il y a beaucoup de bienveillance autour, en tout cas, il y a beaucoup de collaboration plus que de compétition dessus. Et ça, c'est très intéressant en fait. Donc, franchement, j'espère que ça vous allez créer plusieurs émules, parce que 100 000 tonnes quand même, c'est beaucoup. On va retenir ce chiffre. Ah oui, moi j'ai retenu 100 000 tonnes, 250 et 330 pour cette année. Donc, et l'événement, il faut être adhérent pour pouvoir participer ou c'est... Non, c'est ouvert à tout le monde. D'accord. La plupart des événements. C'est le 26 avril, c'était ça? 26 avril, on fait place au vélo à Stalingrad. Et il y a Parlons vélo le 17 mai, je crois, à Massy. La semaine du 13 mai, à Massy. Justement, vu que j'aime manger mon vélo à la maison, donc je peux le ramener. Après, de toute façon, si tu veux, tu peux regarder la carte, le site du Répar, c'est écrit comme ça se prononce sans le E. Et tu verras, il y a plein d'ateliers qui sont référencés. Tu peux aller au plus proche de chez toi. Ok, pas de souci. Justement, vu qu'on évolue, on est dans un monde qui évolue, et là, il y a la technologie qui rentre en place. Est-ce que, par exemple, à l'avenir, vous allez utiliser, par exemple, on va dire, là, vous faites d'abord de façon classique, c'est une collecte, vous triez, etc. Mais est-ce que, par exemple, vous pensez qu'à l'avenir, vous allez utiliser, en fait, vous serez plus ancré dans la technologie? Par exemple, je sais pas moi, je sais pas comment le reformuler. En fait, on va dire peut-être dans votre processus de collecte ou même dans votre processus de recyclage, est-ce qu'il y a des outils technologiques que vous êtes déjà amené à utiliser? Ou est-ce que vous préférez rester dans ce qui est classique pour recréer ou bien solidifier l'humain? Mais est-ce que vous utilisez des technologies particulières? Ou sinon, est-ce que vous avez l'intention un jour d'y arriver?
Bon, tu pourras compléter. Mais dans ma vision du truc, on est dans une logique où on essaie de ralentir un peu le mouvement, de ne pas prôner la surconsommation. Le réemploi solidaire, c'est un mouvement assez slow. On essaie de dire aux gens qu'il faut prolonger la durée de vie de leurs articles en général, qu'il faut les réparer avant de les jeter, on promeut les dons, etc. Donc on n'est pas dans une logique effectivement de course effrénée derrière. Nous, notre objectif, c'est si la recyclerie sportive, dans l'idéal, elle n'existe pas parce que tout le monde consomme de manière raisonnée, etc. C'est ça, Mais on va dire que moi, dans ma vision du truc, à l'heure actuelle, on essaie de mettre les technologies au service de nos actions qu'on pense juste. Donc moi, je parle depuis mon poste, en tout cas, tel qu'elle nous sert aujourd'hui, on doit rendre des comptes, ou alors c'est intéressant pour nous de savoir par exemple combien on a collecté, on va se servir de logiciels de traçabilité. Qui sont de plus en plus affinés, etc., pour mieux connaître quel type de donateur, quel type d'action, etc. Donc moi, je la vois plutôt comme au service d'actions plus raisonnées. Donc c'est plus dans le processus de réflexion que dans l'action en fait concrète. D'accord. Je sais pas comment toi tu vois le truc, mais... non, moi je ne vois pas comme des gros magasins, avoir plein de machines énormes et automatisées, ça me semble pas être notre avenir, même pas l'avenir. Et justement, tu as parlé de logiciel de traçabilité. C'est quoi par exemple il y a un exemple à donner? On peut citer le nôtre qui s'appelle TF Shop. Il y en a plusieurs sur le marché, mais en fait, nous, en tant que recyclerie et les ressourceries, c'est pareil. Nos chiffres phares, c'est, comme le disait Tim ou moi tout à l'heure, nos tonnes collectées, nos tonnes réemployées. C'est hyper intéressant à expliquer au public. C'est ça. C'est ça, Voilà. Donc, on essaie de suivre au mieux nos dons et nos articles redistribués ou donnés, etc. Et donc, pour ça, on utilise un logiciel de traçabilité des flux. Voilà. D'accord. Est-ce qu'il y a un petit message que vous voulez faire passer au grand public? Un petit. Ça peut être un grand message aussi, en fait. On va dire, ce que vous faites comme activité, moi, je trouve ça vraiment génial parce que, on est dans un monde on a l'impression que les gens se soucient de moins en moins de leur environnement. C'est dans cet environnement-là qu'on vit. Donc peut-être qu'effectivement, en passant par le sport, le vélo par exemple, ce serait important. Et ce volet aussi environnemental, qui est, ma foi, le plus important on va dire le plus important, mais qui est vraiment important, une pierre angulaire. Donc, qu'est-ce que vous pourrez nous dire ou dire aux gens pour déjà venir à la recyclerie, ce qui est important. D'autres personnes puissent peut-être créer aussi des recycleries. On ne sait jamais, peut-être que vous allez m'inspirer. Dans ma vie, je vais ouvrir une recyclerie. On prend. Voilà, on ne sait jamais parce que je remarque dans la plupart des événements où tu vas, il y a toujours un espace dédié à tout ce qui est réemploi. Voilà. Il y a toujours un espace qui est dédié à ça et cet espace est toujours bien fréquenté. Parce que tu te rends compte que les gens sont... Moi, par exemple, c'est pas le vélo. Quand je cache mon téléphone, j'ai pas l'habitude d'en acheter un autre. Je vais aller le faire réparer. Je suis peut-être de la vieille école des années 80. On dit on est millénial. Bon. Donc, peut-être que c'est pour ça. Mais pour moi, j'estime que s'il y a possibilité, je creuse. Donc, je pense peut-être un message en ce sens-là pour exhorter, sensibiliser, comme vous avez déjà l'habitude de le faire. Ouais, moi je te laisserai dire le tien si tu veux. Mais moi je pense, je parlerai pas que pour le sport, mais on a tous des affaires qui traînent chez nous. On a tous déjà retrouvé un truc chez nous, on savait même pas qu'on l'avait encore, franchement. Et on l'utilise pas et on l'utilisera pas. Et du coup, ça vous sert pas à vous, mais ça peut servir à d'autres personnes. Donc vous pouvez aller dans des structures spécialisées, des ressourceries ou recycleries. Nous, on est spécialisés dans le sport, mais il y en a qui sont généralistes. Il y en a qui sont spécialisés dans d'autres flux aussi, donc l'électronique ou le textile par exemple, d'autres je sais pas. Donc n'hésitez pas à faire le tri chez vous parce que ça pourra bénéficier à d'autres. Acheter de seconde main c'est mieux que d'acheter du neuf vu que ça évite d'utiliser et de produire à nouveau des matières premières. Comme je l'ai dit, une raquette de tennis c'est 400 grammes avec 28 kilos d'extrait quand même. Voilà, et encore plus je dirais en Ile-de-France et encore plus à Paris où le choix et les possibilités sont vraiment énormes par rapport à hors Ile-de-France d'où moi je viens et où c'est pas forcément ce qu'il y a de plus développé pour le coup. Je sais pas si toi
du complément. Ouais, non, mais je te rejoins totalement. C'est qu'aujourd'hui, il y a un peu une urgence, comme tu disais, climatique, mais aussi sociale. Hein. Pour moi, on ne peut pas déconnecter les deux luttes. Et du coup, il faut qu'on arrive à montrer aux gens qu'en fait, c'est pas si compliqué de s'équiper de manière raisonnée, que ce soit le sport ou nos copains généralistes ou les autres. Et que il faut réussir à prendre cette habitude petit à petit. C'est pas si compliqué. Un acte de don, un acte d'équipement. Dans les structures, il y en a de plus en plus, mais même pas qu'en grosse ville. Hein. Et qu'il y a vraiment une urgence à réfléchir autrement. Le plus dur pour nous, c'est pas que les gens viennent, c'est que petit à petit le paradigme il change dans les mentalités. Et voilà, on se l'évoquait tous les deux hier. Quand on savait qu'on allait venir vous voir, mais il y a des gros soucis avec la fast fashion, pardon, des choses comme ça. Et on en est tous dépendants malgré nous. Et en fait, il y a un peu, on devrait changer notre mentalité de course à la surconsommation, quoi. C'est ça, effectivement. C'est ça. Mais là, ça nous dépasse. Nous, on essaie de sensibiliser vers ça, mais c'est ça. Après, c'est compliqué aussi. Hein. Ouais, mais bon. Vu après, qu'ils prennent beaucoup d'espace aussi, les fast fashion. Tout à fait. Ça prend beaucoup d'espace, mais quand tu vois les déserts de vêtements qu'on trouve dans des villes, on va dire, je ne vais pas dire du tiers-monde, puisqu'on a l'habitude de dire, mais dans d'autres pays, on va déverser ça là-bas. C'est pas le plus utile. Moi, avant de partir vers la fin, j'ai une question que je tenais à vous poser depuis, mais bon, voilà, on s'est laissé emballer. Qu'est-ce qui vous a poussé chacun à aller vers ça? Parce que je pense que aller vers ce genre de domaine-là. C'est peut-être une histoire personnelle, c'est peut-être un constat, mais je veux dire, c'est quand même quelque chose de représentatif de vouloir travailler dans le domaine de l'environnement et du sport. Donc, personnellement, chacun, qu'est-ce qui a pu vous pousser vers ça? Je réponds premier parce que je suis arrivée avant. C'est ça. Oui, bien sûr, à tout honneur, oui. Mais moi, c'est les hasards de la vie, mais avec déjà une petite sensibilisation où j'ai fait des études, moi personnellement en design, donc pas grand-chose à voir au départ, on peut se dire, mais avec une mention éco-responsable. Donc je pense qu'il y avait une petite sensibilisation déjà de mon côté à des enjeux environnementaux. Et en fait, moi, je suis arrivée par le biais d'un volontariat en service civique. Et en fait, ça a matché avec, effectivement, l'envie de vouloir travailler pour autre chose et autrement. Et du coup, je suis restée et ça fait 8 ans. Tout simplement. Voilà. Moi, c'est un hasard aussi un peu. Moi, je pense comme Mathilde, j'ai toujours été un peu branché par mon éducation au niveau écologie et environnement. Mais je savais pas trop quoi faire dans ma vie non plus. J'étais très bon en sciences et je suis parti en physique pour faire des choses qui a trait à la réduction des émissions par le biais de la physique, bâtiment, voiture ou quoi que ce soit. Mais il s'est avéré qu'au bout d'un moment, j'en ai eu marre et je suis parti sur quelque chose d'un peu plus concret en termes de master. En médiation scientifique, et après une longue année de réflexion à ne pas savoir quoi faire et à chercher, je candidatais à des choses en même temps et j'ai fini par candidater à la recyclerie sportive auquel je ne connaissais pas du tout. Je n'étais même pas très en lien avec le monde de la seconde main pour le coup. Je savais très bien ce que c'était, mais j'étais pas en lien. Et j'ai été pris et j'ai foncé parce que ça me plaisait, ça me chauffait de fou cet emploi. Et franchement, je suis trop content d'être là. J'ai appris plein de choses. Je vais me saucer un peu, mais une fois j'ai dit, et je suis très fier de moi, en sensibilisant les autres, je me suis sensibilisé moi-même. Franchement, je pense que c'est vrai qu'en essayant de faire comprendre de faire comprendre des messages aux gens, j'ai fini par les comprendre aussi moi-même un peu plus en profondeur à chaque fois. À chaque fois, il y a, je pense, un degré de réflexion plus poussé à avoir sur chaque question que tu peux avoir. Vu que tu es de l'intérieur, donc c'est un peu plus facile pour toi de te sensibiliser. Ouais, c'est ça, mais comme toi, tu es sensibilisé à d'autres enjeux auxquels moi, je suis pas sensibilisé. et tu les connais beaucoup mieux que moi. Et on a tous nos sujets de prédilection. Et c'est pas forcément au niveau environnemental, mais ça peut être sur d'autres sujets. En fait, ça devient après un art de vivre. Je pense que ça rentre complètement dans nos habitudes. Comment vous envisagez la recyclerie d'ici 10 ans ? Quelle est la vision que vous pouvez avoir, vous, personnellement, ou même au niveau de la réponse? Peut-être, je dis dans 10 ans, ça peut être dans 1 an, dans 2 ans, mais en fait, tout métier évolue. Je pense que là où vous étiez en 2011, vous êtes bien loin. Au début, mais aujourd'hui, les choses viennent facilement. Comment vous envisagez que ça évolue? On a déjà dit,
plus de personnes qui s'engagent, plus de personnes qui viennent. Mais est-ce que vous avez une vision particulière par rapport à ça? C'est compliqué. Moi, j'ai des petites pistes. C'est ce qu'on s'est dit, c'est que dans un monde totalement idéal, on n'existe pas parce qu'il n'y a pas besoin de nous. Mais en attendant, il y a besoin de nous. Je pense que on est assez rodé maintenant. On a quand même des pôles qui fonctionnent bien. On est nombreux, l'équipe s'agrandit. Je pense qu'il y a un gros enjeu de professionnalisation de nos différents pôles. Donc, encore plus être formé, réussir à encore plus combler quand là, il y a des besoins, mais qu'on n'arrive pas encore à financer. Donc, c'est renforcer l'équipe et les fonctions déjà en place. Moi, je le vois comme ça. Et encore mieux réussir à rémunérer nos activités. Donc, c'est des meilleures actions de plaidoyer, des meilleurs on va dire, liens, partenariats avec les structures qui font bouger tout ça, les éco-organismes, les collectivités, etc. Moi, je le vois un peu comme ça. C'est renforcer le socle solide sur lequel on est, et puis un jour, pourquoi pas disparaître. Pousser les gens à la réflexion sur justement la consommation de la fast fashion, ou aller même de la première main plutôt que la seconde. Je vais lui demander, je vais aussi vous poser une question. Est-ce que ce serait pas aussi bien de viser des partenariats avec, on va dire, des stars du sport? Eh bien, on essaie. Non, mais si, c'est vrai que c'est un gros enjeu, l'influence aujourd'hui, ou en tout cas la visibilisation par des gens qui sont connus. C'est ce sur quoi on aimerait travailler trouver un ambassadeur, par exemple. Exactement. Est-ce que par exemple, vous avez un ambassadeur en tête? D'influence ou d'ambassade, carrément. Pas pour le on moment. essaie cette année, on essaie de se faire accompagner sur ça, de renforcer notre stratégie en communication. C'est un peu le gros volet de cette année, pour rien vous cacher. Voilà. Mais c'est pas encore bien en place, mais c'est un objectif. J'espère que ça va marcher pour vous, parce que tout ce que vous faites, c'est vraiment impressionnant. Mais moi, je suis là, je viens d'apprendre tout ça rien qu'aujourd'hui. On va bien dormir, c'est ça. Je n'étais même pas informé, je vais pas vous mentir. Est-ce qu'en une phrase, vous pouvez... Une phrase. Attention. En fait, souvent, c'est même pas une phrase, c'est deux mots, mais de façon, on va dire, assez très représentative. Dire aux gens, venez, c'est important, engagez-vous. Bon, j'espère que j'ai pas dit la phrase que vous voulez dire. Mais en une phrase, résumer tout ça et vraiment exhorter les gens à s'intéresser. Ne jetez pas, donnez. Voilà. C'est déjà ça. Tu peux... Bah oui, et puis on peut compléter, n'achetez pas neuf, équipez-vous de seconde main, quoi. Ça en a fait une phrase chacun. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'être venu. On a appris beaucoup de choses sur la recyclerie sportive, sur la seconde main. Même si j'avoue, moi ici, j'achète beaucoup de la première main. Je sais que c'est pas bien. Au moins là, j'ai pu apprendre beaucoup de choses. Je vais essayer de changer, si possible, cette année, mes habitudes de consommation. Parce que je trouve que, personnellement, on consomme énormément. Un peu trop même, et je pense que ce serait bien si les téléspectateurs qui nous regardent puissent un peu changer d'avis pour 2025. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Manako, pour la fin. Je pense qu'ils ont dit l'essentiel. Il faut trier. Il faut réutiliser. On n'est pas obligé d'avoir à chaque saison quelque chose de différent. Je pense que si on paye quelque chose on va dire pas d'efficace, de qualité, en une fois, ça peut servir pendant longtemps. Donc, il y a déjà des personnes qui ont des modèles de vie où pendant 8 ans, 7 ans, ils n'achètent plus rien de nouveau. Et tu te rends compte qu'avec ce que tu as dans ton placard, tu peux déjà t'en sortir. Moi, déjà, par exemple, c'est parce que j'ai des enfants peut-être. Les enfants, ils grandissent, donc là, tu es obligé de donner. Mais quand je vois la quantité d'habits que je donne et ce que je ne porte pas, je me dis, c'est pour ça que j'ai arrêté. J'ai arrêté d'acheter parce que je dis, je ne porte pas. Il y a tout ça qui est là, je ne porte pas. Il y a des trucs que j'ai portés une fois, 2 fois. Non. Normalement, l'utilité d'un vêtement, c'est de te vêtir. Donc, ça doit être utile plus qu'autre chose. Après, si c'est agréable, pourquoi pas. Donc, je pense qu'effectivement, c'est changer les habitudes, comme tu dis. Tu as commencé à travailler dedans, tu en as fait un style de vie. Donc, aller vers un style de vie où vraiment on utilise des choses parce qu'elles sont utiles et non juste parce qu'elles sont belles. Mais bon, si ça peut être utile, beau, pourquoi pas. Mais bon, faire en sorte que vraiment on évite tout ce qu'on voit aujourd'hui avec... on ne sait pas quoi faire des déchets, on ne sait tellement pas quoi en faire qu'on va créer un autre désastre écologique ailleurs. Donc, vraiment que nous-mêmes, on arrête de surconsommer.
Et que peut-être que ça va pousser ces entreprises-là à moins produire. Et puis, on va se retrouver à ne plus avoir de recyclerie sportive parce que voilà, ils croisent les doigts. Donc, voilà, c'est tout ce que je peux dire. Ok. Donc, on peut vous suivre sur les réseaux sociaux, c'est bien ça? Alors, les basiques, c'est recyclerie sportive. Et après, il y a le nom de la ville derrière chaque recyclerie sportive. Et vous, on a mis Paris 17 pour que ce soit plus court. D'accord. Ok. D'accord. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'être venu. Merci à vous pour l'invitation. Bonne soirée et une bonne continuation aussi dans vos projets, que ce soit personnels ou professionnels. Merci, vous aussi. Merci beaucoup. À très vite à l'heure. Merci beaucoup. Au revoir.